Émile Mallet publie La haine des Juifs, un essai pour mieux comprendre l'antisémitisme. Il est l'invité du Grand Angle. Et il remonte jusqu'à la haute antiquité pour comprendre l'antisémitisme à travers l'histoire. Bonsoir Émile Mallet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, directeur de la revue Passage et donc auteur de cet essai que voici, La haine des Juifs, aux éditions Campagne Première. Alors pour vous, il ne faut pas confondre, surtout pas confondre, État d'Israël et les Juifs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les frontières se sont brouillées depuis le début de la guerre à Gaza. Effectivement, je pense que l'État d'Israël a été créé en 1948. Le peuple juif a quelques millénaires derrière lui. Mais s'il s'agit de deux entités distinctes, elles sont mêlées par beaucoup d'histoires, par beaucoup de cultures, et ça les rapproche. Donc, il ne faut pas, quand on accuse, par exemple, les Juifs d'être les suppôts d'Israël, ce n'est pas les suppôts. Ils soutiennent simplement une entité historique qui s'est créée en 1948, et l'antisémitisme et l'antisionisme, comme vous l'avez dit, remontent à très longtemps. Est-ce que, justement, être antisioniste, antisémite, est-ce que là, on parle de la même chose ou pas, en sachant que certains juifs assument d'être antisionistes? Vous avez raison sur les termes, mais comme l'a dit le philosophe Vladimir Yankelevitch, l'antisionisme aujourd'hui autorise à être démocratiquement antisémite. C'est-à-dire que c'est après le pogrom du 7 octobre, et il n'y a plus de doute, l'antisémitisme est devenu une haine des Juifs. C'est-à-dire que la chose s'est aggravée. On a voulu rejeter à la fois le signifiant juif, l'État d'Israël, et peu importe qu'il s'agisse d'antisémitisme ou d'antisionisme, on a un continuum. Alors, Émile Mallet, c'est ces attaques terroristes contre Israël qui ont fait plus d'un millier de morts, des violences extrêmes. Elles ont été condamnées par la communauté internationale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est depuis la guerre qui est menée à Gaza, avec plus de 50 000 morts, avec des scènes de chaos quand même assez surprenantes sur l'aide humanitaire, ça renforce cet antisémitisme? Que ça le renforce, c'est une chose, mais l'antisémitisme ne vient pas de là. Les grands auteurs, si on peut dire, Chateaubriand, Claudel, Raymond Aron, ont montré que l'antisémitisme, l'antisionisme, ça s'inscrit ailleurs. Mais n'est-ce pas catastrophique cette politique voulue par Benyamin Netanyahou? C'est la dette à l'égard, si vous voulez, du judaïsme, de sa culture, de son monothéisme, de tout ce qu'il apporte, une dette qu'on n'arrive pas à payer et qui fait que c'est une rumeur qui se trimballe de siècle en siècle pour devenir, au cours des événements que vous signalez, un prurite meurtrier. Alors j'aimerais bien comprendre, quand vous dites une rumeur, de quoi parlez-vous? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à l'antisémitisme. Il n'y a rien qui l'explique, il n'y a rien qui le justifie, et d'ailleurs, à travers l'histoire, il subit des métamorphoses très surprenantes. Une fois c'est biologique, une fois c'est le capitalisme, une fois c'est parce qu'il n'adopte pas les rites. Mais pour répondre à votre question, est-ce que la guerre qui se poursuit actuellement, est-ce qu'elle n'entraîne pas, si vous voulez, une aggravation? Oui. Pourquoi? Parce que voir des scènes de guerre tous les jours avec des morts, effectivement, ça entraîne des réactions. Mais le drapeau palestinien aujourd'hui est utilisé par le progressisme international comme une valeur rédemptrice. C'est-à-dire qu'on voudrait que l'humanité trouve un sauveur, et ce sauveur est le Palestinien. Vous voulez dire un symbole de résistance, un symbole d'oppression? Un symbole. On voudrait que ce soit comme ça. C'est parce que l'Occident a un certain Occident progressiste, et notamment chez nous, LFI, et tout ce qui grouille autour de cette mouvance islamo-gauchiste, a trouvé ce prétexte-là, si vous voulez, pour exacerber
si vous voulez, un sentiment antisémite. Alors ce sont vos mots, effectivement, et vous êtes assez dur avec la classe politique française, que ce soit avec Jean-Luc Mélenchon ou à droite avec Dominique de Villepin. Mais on va revenir effectivement à la politique menée par Benyamin Netanyahou. Beaucoup de manifestants israéliens hier soir, encore une fois, pour réclamer la libération des otages. Et on va écouter un de ces manifestants et vous allez voir qu'il est quand même très en colère contre Benyamin Netanyahou. Le gouvernement ne veut pas conclure d'accord, alors qu'il peut le faire et libérer tout le monde maintenant. Le gouvernement ne veut pas arrêter la guerre parce que cela lui permet de rester à la Knesset, au Parlement. Ils savent que s'ils mettent fin à la guerre, le peuple demandera probablement des élections. Émile Mallet, je voulais vous entendre sur effectivement ces Israéliens qui sont en colère, et c'est vrai que la politique de Benyamin Netanyahou et de son gouvernement qui est très très à droite pose question, non? Ils ont raison d'être en colère parce qu'il y a des dérives démocratiques, et ils ont raison d'être en colère parce que la colonisation s'est poursuivie et c'est une erreur stratégique et une faute morale. Donc il faut ouvrir le champ politique de telle manière à ce qu'il y ait un État palestinien. Vous êtes pour la solution à deux États? Qui ne l'est pas. Il faut absolument que les Palestiniens aient aussi leur État. Mais il faut préciser qu'à plusieurs reprises, depuis 1948, les Palestiniens ont refusé cet État. Donc je souhaiterais que l'État d'Israël se prononce lui-même pour un État palestinien et qu'on en finisse. C'est-à-dire qu'il faut que ces deux peuples puissent vivre ensemble. Ce ne sera jamais, si vous voulez, l'entente cordiale, mais disons que ce sera quand même une vie en commun à travers ces deux peuples qui sont appelés à durer sur cette terre. Effectivement, donc vivre côte à côte, c'est ce que vous nous dites. Juste pour revenir à cette notion d'antisémitisme, quand Benyamin Netanyahou dénonce une décision antisémite équivalente à un nouveau procès Dreyfus, vous savez, quand la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre lui, aussi contre d'autres proches au gouvernement. Comment vous comprenez ça? Pourquoi antisémite? Pourquoi pas dire c'est une décision politique? Est-ce qu'il a raison d'employer cet adjectif? Il a raison d'employer cet adjectif parce que depuis que l'État d'Israël existe, le nombre de condamnations dont cet État d'Israël a fait l'objet est sans commune mesure avec sa politique. Sa politique est forcément critiquable, je l'ai dit à propos de la colonisation. Mais cela dit, c'est devenu un peu le bouc émissaire des institutions internationales. Et donc je crois que... Pour vous, Benyamin Netanyahou, c'est un bouc émissaire aujourd'hui. Pourtant, on a l'impression qu'il fait en fait ce qu'il veut, entre guillemets, puisque vous voyez la guerre à Gaza, quand il a déclenché la guerre contre l'Iran, et il n'y a pas vous pensez qu'il n'a pas les mains libres? Si vous me posez la question, je vous dirais que j'aurais préféré que ce soit un gouvernement moins à droite qui soit aux manettes aujourd'hui. Mais je vais vous dire, si c'était un gouvernement avec Yitzhak Rabin ou avec Olmert ou avec les autres dirigeants... Et Olmert très très critique envers la politique de Benyamin Netanyahou. Mais la guerre aurait été conduite de la même manière. Parce que... À Gaza ou contre l'Iran? À Gaza. Et contre l'Iran, parce que l'Iran est le chef d'orchestre, en quelque sorte, de ce qui s'est passé le 7 octobre, à travers ses bras armés, que ce soit le Hezbollah d'un côté, le Hamas de l'autre, les Houthis Donc, si vous voulez, la différence ne se montrerait pas sur la guerre, la différence serait sur une ouverture dans un dialogue avec les Palestiniens, mais... Il y a un espoir, si vous voulez, et heureusement, malheureusement, en tout cas on jugera comme on veut, mais Donald Trump, à travers les accords d'Abraham, si on arrive à les poursuivre, et si ces accords avec des pays arabes, si ces accords avec les pays arabes s'ouvrent à la Syrie par exemple, à l'Arabie saoudite, et qu'à la clé, il y avait également un État palestinien, à ce moment-là, on aurait un nouveau Moyen-Orient et un Moyen-Orient qui laisse sa place à la fois aux Israéliens
et aux Palestiniens. Ce qui semble assez compliqué aujourd'hui. On va revenir en France, si vous le voulez bien. C'était le dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. C'était donc jeudi. C'est un rendez-vous aussi pour la classe politique. Et le Premier ministre, François Bayrou, était sur place. On l'écoute. Cette intimité avec l'âme juive au sein de l'âme française, cela n'empêche pas d'exprimer les inquiétudes, les soucis et les désaccords que nous avons avec le gouvernement israélien, comme à propos de la situation humanitaire à Gaza, du manque d'accès en sécurité des civils à l'eau, à la nourriture et aux soins. Donc voilà pour cette déclaration de François Bayrou. Est-ce que là, comment vous positionnez par rapport à cette déclaration ? Je trouve que François Bayrou a dit quelque chose de très important. Il a dit également que ses enfants étaient allés en Israël pour apprendre l'hébreu. Et c'est une question importante parce qu'il montre qu'il y a une dette à l'égard du peuple juif, à l'égard du judaïsme, à l'égard de cette histoire. Et cette dette, si vous voulez, permettez-moi de vous rappeler simplement que Pascal disait que l'histoire du peuple juif enferme dans sa durée celle de toutes les histoires. C'est-à-dire que le peuple juif vient pas de nulle part, il est avec le peuple, les chrétiens, il est avec les musulmans, une composante de l'humanité et de la civilisation, et c'est par rapport à cela qu'il faut considérer, si vous voulez, et contextualiser la question d'Israël. Alors pour le reste, est-ce que la gestion de l'aide humanitaire est bien faite? Non, mais elle n'était pas bien faite au moment de l'UNRWA. Si vous, oui, mais là, donc, elle est effectivement, il y avait quand même beaucoup moins de morts donc ce que je veux dire, distribution. Mais moi, je vais vous dire, je considère qu'un mort palestinien, c'est un mort de trop. Donc il ne s'agit pas de faire une comptabilité sur les morts, mais il faut dénoncer une sémantique perverse qui consiste à renverser les concepts et à considérer que le peuple qui a été, et pour lequel on a inventé la notion de génocide, de crime contre l'humanité, qu'on renverse les concepts et qu'ils deviennent le peuple génocidaire. Mais Elie Barnavi, qui était sur ce plateau il y a quelques semaines, lui disait que oui, on pouvait parler de génocide pour les Palestiniens au vu de ce qui se passe actuellement. Vous n'êtes pas du tout sur ce même registre. Non, je ne pense pas du tout, je vous le dis, qu'on puisse utiliser le terme de génocide dans le cas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la situation n'est pas grave. La situation est grave. Il faut arriver à un cessez-le-feu. Il faut arriver à la libération des otages. Mais il ne faut pas, si vous voulez, ce que j'appellerais trafiquer l'histoire. Il ne faut pas faire du révisionnisme historique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui? Mais pour mieux comprendre effectivement cette histoire, et effectivement, vous nous retracez toute cette histoire du peuple juif et aussi les liens dans les différentes sociétés, parties du monde. Eh bien, voici, je renvoie à votre essai Campagne première, c'est la maison d'édition. Merci Émile Mallet d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous. Merci, chère madame.